Toujours un plaisir de vous savoir en notre compagnie. Madame, Monsieur, c'est l'heure du journal. À présent, les titres de l'actualité. Le centre commercial Blaise Palmeret a pris de l'ampleur. L'inauguration de ce cadre vient marquer la destination shopping et loisirs de la capitale économique ivoirienne. Le marché ivoirien de l'artisanat MIVA a ouvert ses portes au parc des expositions d'Abidjan le 22 avril dernier pour sa 6e édition. Deux pays sont à l'honneur, la RDC et l'Afrique du Sud. CDCCI Capital et AFFG Holding se donnent la main en faveur de la digitalisation, un accord matérialisé par la signature d'une convention de 3 milliards de francs CFA. Et la CEDEAO célèbre ses 50 années. Le mois prochain, nous recevrons un invité pour échanger sur le bilan de cette institution. Nous ouvrons ce journal avec une expansion stratégique au cœur d'Abidjan. Ce mercredi 23 avril, le centre commercial Blaise Palmeret a marqué un tournant majeur dans le paysage retail abidjanais avec son inauguration officielle de son extinction par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba. Cet événement vient renforcer la position de la Palmeret comme l'une des destinations shopping et loisirs les plus prisées de la capitale économique. Le reportage est signé Doumbia Yuba. Plus qu'un agrandissement, c'est une réinvention que s'apprêtent à vivre les populations de la ville d'Abidjan. Nouveaux restaurants, espaces de détente et de loisirs, tout a été conçu pour répondre aux besoins d'un public plus exigeant et connecté. Blaise Palmeret agrandit son champ d'espace et devient le plus grand carrefour de l'Afrique de l'Ouest, une performance saluée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarra Souba. Comme vous pouvez le constater, l'extension de Blaise Palmeret, qui fait l'objet de la présente cérémonie d'inauguration, s'inscrit parfaitement dans l'axe 2 de notre cadre stratégique. C'est pourquoi je me félicite de l'aboutissement de ce projet qui, en plus des emplois créés, apparaît comme une réponse appropriée à la demande de biens et services d'une classe moyenne estimée à plus de 30% de notre population, en plein essor dans cette belle partie de notre capitale économique. Cette extension vise à faciliter le quotidien des familles et valoriser la richesse de l'offre alimentaire ivoirienne, a signifié les dirigeants du groupe CFAO, concepteurs du projet Blaise, dont la volonté est de faire de ce nouveau Blaise Palmeret un espace de vie. Voilà, notre deuxième centre commercial a été ouvert en 2017, ici à Palmeret. Ça a tout de suite été un grand succès. Tout de suite, on a senti qu'il y avait une potentiel, une dynamique. Et tout de suite, on a compris qu'il fallait agrandir. Nous sommes très, très heureux de ce développement. Nous allons poursuivre et amplifier le développement de Carrefour et nos investissements fonciers en Côte d'Ivoire au cours des prochaines années. Depuis son ouverture en 2017, Blaise Palmeret s'est imposé comme un centre de vie incontournable qui accueille chaque année plus de 2 millions de visiteurs. 2 millions de visages qui témoignent de son ancrage dans le quotidien des Ivoiriens. Face à la croissance rapide de cette zone dynamique, nous avons fait le choix du grand. La Côte d'Ivoire a été le premier pays pour Carrefour en Afrique de l'Ouest. On a ouvert donc en décembre 2015 avec Marcory. On fête les 10 ans, ce sont les noces d'étain. L'étain est un métal assez rare qui protège de la corrosion. Et c'est un métal qui est fort utile, à mon avis, en Côte d'Ivoire contre l'eau de pluie et l'eau de mer. C'est aussi un témoignage du dynamisme de l'économie ivoirienne, bien entendu. D'ouvrir 15 magasins en 10 ans, des hypermarchés, l'exemple de Palmeret, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Depuis son ouverture en 2017, Blaise Palmeret a connu une expansion spectaculaire pour atteindre aujourd'hui 76 000 m². Ce nouvel exemple fait de lui l'un des plus grands centres commerciaux de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique de l'Ouest. Et nous gardons toujours le pied dans le marché ivoirien. Le MIVA a ouvert ses portes au parc des expositions d'Abidjan le mardi 22 avril pour sa 6e édition. Un rendez-vous majeur qui met en lumière le savoir-faire local avec un accent particulier sur les femmes artisanes, moteurs essentiels du secteur. Deux pays sont à l'honneur cette année, la RDC et l'Afrique du Sud. Le témoignage de Konena Norgo. Le parc des expositions d'Abidjan accueille du 22 au 27 avril 2025 la 6e édition du MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat. Un événement devenu incontournable pour valoriser les ressources locales
et renforcer la compétitivité du secteur. Cette édition met à l'honneur les femmes artisanes sous le thème « Artisanat, femmes et transformation ». À travers ce salon et cette thématique dédiée à la femme, nous voulons mettre en lumière le travail de nos femmes dans le développement de l'artisanat, de la transformation économique et sociale tout court. Femmes engagées, femmes de conviction, femmes de combat. Au salon de l'agriculture, nous avons été primés meilleure saveur de terroir. Et c'est grâce aux femmes. 2 pays sont invités, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, venus partager leur expérience et encourager des partenariats sud-sud. Une édition qui nourrit les espoirs de transformation et de sauvegarde du patrimoine de la marraine Kandia Camara. Braves artisans de Côte d'Ivoire, mes chers sœurs, votre rôle est essentiel dans la transformation de nos ressources locales. Par ce moyen, vous participez non seulement à la préservation de notre patrimoine, mais aussi à la création d'une économie forte et durable. Le MIVA 2025, entre tradition et modernité, s'impose comme une vitrine de la créativité ivoirienne et africaine. Et quittons le marché pour la digitalisation, accélérer la transformation digitale, optimiser l'énergie et moderniser les services bancaires. Voilà les objectifs du partenariat stratégique entre CDCCI Capital et AFJ Holding, matérialisé par la signature d'une convention de 3 milliards de francs CFA sur 6 ans. Était témoin Generosa Quadio. Poignée de main, échange de parapheurs pour sceller un partenariat à travers cette signature de convention qui vaut 3 milliards de francs CFA entre 2 institutions. CDCCI Capital, bras financier de la Caisse des dépôts de Côte d'Ivoire, et AFG Holding, groupe engagé dans le développement d'activités économiques structurantes. Objectif, accompagner AFG Holding dans sa mutation numérique, optimiser ses procédés internes grâce au renforcement de ses plateformes digitales et de sa stratégie énergétique. Il s'agit pour CDCCI Capital de contribuer à l'émergence d'un tissu local de banques vertes qui, par leur fonctionnement, vont contribuer à la décarbonation des activités économiques dans notre pays. Le partenariat a une durée de 6 ans. Le déploiement sera immédiat. Le bénéficiaire de cet appui financier, AFG Holding, se réjouit de ce partenariat qui est une opportunité pour le développement de leur projet. Ce partenariat pour nous est très important à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que c'est un partenariat fort avec un acteur fondé par l'État qui permet de pouvoir accompagner des champions nationaux que nous sommes. Donc la plupart des produits digitaux que nous mettons en place vont favoriser l'inclusion financière. Ils permettent également à tous nos concitoyens de pouvoir avoir accès aux services financiers. Nous assurons que non seulement les financements que nous faisons ont un critère ESG qui permet d'évaluer l'impact sur l'environnement. Ce partenariat ouvre la voie à de nouvelles opportunités d'investissement dans des secteurs clés comme l'agriculture, les infrastructures et les services financiers. CDCCI Capital est une filiale de la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire. Mise en place en 2023, cette caisse est dotée d'un fonds de 38 milliards de francs CFA avec pour objectif principal de financer les entreprises. À présent, je reçois l'invité du JT. Accra, la capitale ghanéenne, a été le théâtre du top départ des festivités du 50e anniversaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En 50 années d'exercice au service de la communauté régionale, quel bilan pourrait-on dresser? Voilà ce qui fera l'objet de notre entretien avec Issa Badini, journaliste de la Maison, spécialiste des questions politiques. Bienvenue Issa Badini. Bonjour Anza Simia, bonjour
La CEDEAO célèbre ses 50 années d'existence, CEDEAO des peuples, de l'économie. Que pouvons-nous retenir? Alors, 50 ans, écoutez, la CEDEAO a 50 ans. Ça, c'est quand même l'âge d'une organisation qui a vécu pendant 50 ans. C'est déjà un bon pas. D'autres se sont cassés les dents bien avant, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on n'en a plus parlé. Donc la CEDEAO, au moins, ayons le mérite de reconnaître que 50 ans, c'est quand même l'âge d'une organisation. Et donc elle a eu le temps, elle a fait son temps. Alors quel bilan? Je dirais, la CEDEAO, quoi qu'on dise, malgré tout ce qui se dit aujourd'hui, la CEDEAO a sa place, a eu sa place et continuera d'avoir sa place. Pour moi, c'est un bilan positif, un bilan... Nous avons connu 3 CEDEAO. À sa création en 1975, à cette époque, c'était la coopération, l'intégration sous-régionale. Alors aujourd'hui, au niveau de la coopération et de l'intégration économique, il faut quand même reconnaître que beaucoup de choses ont été faites. Regardez l'Afrique aujourd'hui, c'est l'organisation, jusqu'à un passé récent, c'est l'organisation la mieux structurée. Avec une banque, la BOAD qui marche très bien, avec des frontières qui sont de plus en plus ouvertes, avec des espaces économiques communs. Aujourd'hui, moi je viens du Burkina Faso. Mais je vois des Burkinabés qui créent des entreprises en Côte d'Ivoire comme s'ils étaient au Burkina Faso. Moi, j'ai appartenu à une organisation récente, l'Association des élèves et étudiants burkinabés en Côte d'Ivoire, avant de devenir journaliste. Et je vois également que ce qui se fait à Ouaga, à Abidjan, à Niamey, à Dakar, au niveau de la formation supérieure, c'est quasiment les mêmes. Vous avez, quand je parle surtout de Burkinabé, vous savez, aujourd'hui, l'administration publique burkinabé, c'est pratiquement plus du tiers ou du quart des binationaux venant essentiellement de la Côte d'Ivoire et qui ont été à la limite scolarisés par la Côte d'Ivoire jusqu'au lycée, enfin jusqu'au baccalauréat, qui sont rentrés et qui font la fierté de l'administration publique burkinabé aujourd'hui. Mais ça aussi, c'est ça aussi le fruit de la CEDEAO. Voilà, quand vous n'avez pas besoin de traverser la frontière avec des visas n'en point fini dans ces 15 ou 16 États par le passé, c'est ça les fruits de la CEDEAO. Quand vous regardez l'harmonisation des taxes douanières, c'est ça aussi les fruits de la CEDEAO. Et quand vous êtes sénégalais, vous vivez à Abidjan comme si vous êtes chez vous au Sénégal, c'est ça les fruits de la CEDEAO. Il y a eu cette CEDEAO. Il y a eu celle qui a voulu peut-être se dire, ben, écoute, on ne peut pas réussir l'intégration si le volet sécuritaire, on ne fait pas quelque chose. Vers les années 90, vous avez vu avec la crise du Libéria, on a tenté quelque chose. Avec le Comore, voilà, il y avait cette CEDEAO de la sécurité et de la paix qui s'est installée. Et en 2001, un autre protocole qui vient cette fois-ci dire, ben, écoutez, si on a la sécurité, si on a l'intégration, il faut au moins promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie. Voilà là où les choses ont commencé à se corser. Parce que, bon, écoutez, la démocratie, c'est bien quand c'est en sa faveur, mais c'est très mauvais et très difficile quand c'est de l'autre côté. Et c'est là où ça s'est corsé et jusqu'à un passé, jusqu'à ce que vous savez aujourd'hui. Donc, grosso modo, la CEDEAO, je dirais, bravo, 50 ans de vie, 50 ans de plus-value, 50 ans de positif. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Il y a quelque chose, on peut encore faire autre chose. Mais bon, il faut déjà... je suis de ceux qui sont du côté du verre à moitié plein. Alors, c'est vrai qu'en fait, les jubilés, mais il faut rappeler qu'au départ, ils étaient 16 membres, ensuite 15. Aujourd'hui, nous comptons que 12 membres avec le départ des 3 pays qui ont formé aujourd'hui l'AES. Est-ce que pour vous, c'est un échec ou alors tout simplement un phénomène conjoncturel? Conjoncturel, je le dirais ainsi. Échec, je dirais non, parce que 15 moins 2, moins 3, c'est pas 0. Il reste encore 13. Et 13 pays
avec une locomotive, le Nigeria, qui est première ou deuxième économie du continent, avec la Côte d'Ivoire et les Ghana qui tiennent encore, qui tiennent la route, qui sont des économies performantes, même si les Ghana a quelques soucis ces derniers temps, avec le Sénégal qui nous inspire de plus en plus avec une démocratie qui s'instaure, qui s'installe et qui se pérennise, avec les Ghana qui nous démontre, ma foi, qu'on peut changer de président sans changer de fusil, qu'on peut changer de président sans se tuer, bon, avec le Bénin qui, quoi qu'on dise. Donc je pense très bien que le départ des trois ne signifie pas l'échec de la CEDEAO. C'est vrai, quand vous êtes 15 dans un bureau qui a 3 qui s'en vont, oui, c'est que quelque part il y a des mécontentements, mais pourquoi ne sont-ils pas contents? C'est là peut-être la question. Est-ce que les 3 qui sont partis, ils font mieux que les 13 autres qui sont restés? On est mieux qu'ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'on est mieux qu'ensemble qu'on va suivre peut-être des choses que tout le monde n'aimerait pas. Vous savez, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, la démocratie, aujourd'hui on a un de ces 3 pays qui dit clairement qu'ils ne sont pas dans la démocratie, ils sont dans une révolution. L'Union européenne, regardez la dénomination, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est la démocratie, c'est la bonne gouvernance. C'est un peu ça que les pères fondateurs, enfin, les deuxièmes pères fondateurs ont voulu pour... donc je ne dirais pas échec, mais je dirais aussi qu'il faut travailler, il faut peut-être ramener, et c'est là où je suis le plus optimiste, c'est que c'est John, ça se passe au Ghana, ces festivités, c'est aussi... président qui est l'entremetteur, un peu le monsieur solution pour pouvoir amener les uns et les autres à la raison. Et je pense que ces festivités, d'ailleurs même les 3 pays partants ont été invités, puisqu'ils sont aussi comptables des 50 ans. Hein, donc ils ont été invités. Peut-être que pourquoi pas, au bout de ces festivités, il y aura peut-être une fumée blanche qui va ramener les uns et les autres à la maison. Parce qu'on est fort qu'ensemble. Et au moment où le monde est quasiment avec la guerre en Ukraine, avec la guerre commerciale de Donald Trump, avec ces blocs qui se disloquent, ben, écoutez, la CEDEAO a plus qu'intérêt à ramener tout le monde à la maison. Mais à défaut, je pense qu'avec 13 pays sur 15, la balle est toujours dans le camp de la CEDEAO. Et la CEDEAO peut toujours bien fonctionner. Selon vous, quels sont les défis futurs qui attendent la CEDEAO? Ben, écoutez, les défis sont énormes. Et ils sont économiques. Ils sont économiques et sécuritaires pour l'immédiat. Hein, parce que quand vous regardez aujourd'hui, surtout les 3 pays, parce que même si politiquement les 3 pays sont partis, mais géographiquement, ils sont encore dans l'espace. Oui. Au niveau de la population, ils sont encore dans l'espace. Donc le défi est là. Vous avez le terrorisme qui gagne du terrain. Vous avez ces crises sécuritaires qui ont d'autres conséquences, et les plus immédiates et les plus visibles, c'est l'appauvrissement de nos populations. Alors, ajouté à cela, vous avez une Afrique qui est en train, tout le monde voit que c'est le futur du monde. Et donc, il y a la structuration de nos économies, il y a la transformation de notre matière première, et ça, ce sont des défis. Et ces défis, on ne pourra jamais y parvenir tant qu'on ne pacifie pas, tant qu'on ne stabilise pas nos espaces. Et donc, le premier défi, ça sera le défi sécuritaire. Le second, et d'ailleurs même sécurité et puis économie riment ensemble. Mais ensuite, il y a les questions climatiques qui sont là. Voyez-vous, le Niger, le Mali, le Burkina, c'est vrai, ils ne sont plus de la CEDEAO, mais vous avez juste la Côte d'Ivoire par le nord, vous avez le Bénin, vous avez le Sénégal. Bon, écoutez, nos terres deviennent de plus en plus infertiles, la sécheresse gagne. Donc, il y a des défis climatiques, il y a des défis économiques, il y a des défis sécuritaires, et surtout au moment où on ne sait pas s'il faut aller vers la Russie ou bien vers la France ou bien vers les États-Unis, il faut que l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, trouve son propre moi pour ne pas être à la risée de tout le monde.
Merci beaucoup Issa Badini. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions politiques. Et avec vous, nous avons un peu fait le bilan des 50 ans de la CEDEAO qui, je rappelle, les festivités ont commencé le lundi dernier à Accra, au Ghana. Merci beaucoup Issa Badini et à très bientôt. Beaucoup. Merci bien. Merci. Autre information à présent. Il s'est tenu à Bassam du 17 au 19 avril 2025 un atelier organisé par le ministère en charge de la fonction publique sur l'élaboration d'un chronogramme d'examen de la revendication relative à la prime suite à la grève observée dans le secteur éducation-formation. À la fin de cet atelier, les parties prenantes réunies à Abidjan ont fait une restitution des conclusions de cette rencontre devant la presse nationale à la salle de conférence du ministère au plateau. Pierre Tebeu nous donne plus de précisions. Un accord a été enfin trouvé, un ouf de soulagement pour toutes les parties qui signent cet accord. Après les mouvements d'humeur ayant conduit à la grève dans le secteur éducation-formation les 3, 4, 7, 8, 9 et 10 avril 2025, le gouvernement a décidé de réunir autour d'une même table les syndicats grévistes et non grévistes pour discuter autour des revendications. Cet atelier s'est tenu à Bassam du 17 au 19 avril 2025 sous le regard bienveillant de la ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique. L'atelier qui a réuni les représentants de l'administration, des centrales et fêtières syndicats s'est déroulé au dire du communiqué final dans un climat d'écoute responsable. Ce chronogramme prévoit également une évaluation à mi-parcours de sa mise en œuvre à la mi-août 2025 en vue d'apprécier les avancées enregistrées et de prendre en compte les contraintes éventuelles. L'atelier A, en outre, était le cadre propice pour les parties de réaffirmer leur attachement au respect des engagements pris dans le protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027. Un mécanisme de suivi de ce chronogramme a été par ailleurs adopté par les parties prenantes selon le communiqué final de manière consensuelle. Ce mécanisme de conciliation et de régulation convenu pour assurer l'exécution effective des modalités arrêtées par le chronogramme de travail désigne le comité de dialogue social dans la fonction publique comme l'organe de recours en cas de difficultés enregistrées dans la mise en œuvre du dit chronogramme. La ministre d'État qui a suivi et piloté les travaux de l'atelier félicite toutes les parties de cette conclusion. Tous les documents, conclusions et motions ont été remis au ministre d'État pour le suivi des accords. Et un mot d'enseignement supérieur. Le professeur Alou Kwame René, enseignant-chercheur à l'UFR des sciences des hommes et de la société, est à la retraite. Pour immortaliser ses œuvres, sa carrière professionnelle et son parcours académique, l'université Félix Houphouët-Boigny, en collaboration avec la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, ont organisé un colloque international scientifique en son honneur. Les 16, 17 et 18 avril, il a été célébré par ses pairs ivoiriens venus d'ailleurs. Notre reporter Philippe Zabo nous donne son témoignage. Après 3 jours de réflexion, le colloque international scientifique en hommage au professeur Alou Kwame René a accouché de plus de 150 communications. Parmi elles, une avait un titre révélateur. Témoignage sur le parcours académique, les enseignements et les recherches du professeur Alou. Toutes choses qui font dire au monde scientifique que le colloque a été une réussite. Ça a été un bon colloque scientifique avec une centaine de communications et des collègues qui sont venus de différents pays africains et un de France. Mon message, c'est qu'on maintienne cette tradition académique et que les étudiants que Alou a formés, ceux qui sont en formation, suivent son exemple. Nous avons recueilli 159 communications et le nombre total de communicants, 207, répartis en 5 salles pour les ateliers. On retient que la diversité de la recherche africaine aujourd'hui permet d'envisager de beaux jours. On ne s'est pas appesanti seulement sur le monde akan. On a visité, on a revisité le monde précolonial,
le monde colonial et même certaines communications sont allées jusqu'à l'époque contemporaine. Quant à la cérémonie de clôture, elle a été festive, faisant ressortir la joie du distingué du jour. J'ai demandé un deuxième colloque parce que ça a été tellement bien organisé et vraiment les gens se sont mobilisés. Et il y a eu des collègues qui sont venus de différentes universités de l'Afrique et vraiment ça a été une grande joie pour moi. Et les jeunes collègues du département, et tous les autres se sont mobilisés. Même, je peux dire les départements frères, sociologie, géographie, communication, l'UFR de communication, vraiment, et tous se sont mobilisés. Donc vraiment, ça a été une joie pour moi. Le professeur Alou Kwame René est né le 16 avril 1960 à Abidjan. Il est spécialiste des peuples Akan. Originaire d'Adiaké, il a reçu le soutien du roi et des autorités de la région. Un concert pas comme les autres, c'est une première en Afrique. L'émission Inspire 69 a été lancée le samedi dernier à Abidjan. Cette émission qui allie performances artistiques et témoignages poignants de personnalités vise à inspirer les jeunes en leur présentant des modèles de réussite. Pour cette première édition, des figures inspirantes comme l'acteur de cinéma Téisson ou la journaliste, écrivaine et coach en développement personnel Rabia Diallo ont partagé leur parcours de vie avec le public. Konena Nourgo. C'est avec une foi inébranlable et un optimisme contagieux que Rabia Diallo a marqué les esprits lors du lancement de l'émission Inspire 69, le tout premier concert éducatif en Afrique. Venue livrer son témoignage sur le thème « Rester motivé face aux défis », la journaliste écrivaine sénégalaise a exhorté la jeunesse à ne jamais baisser les bras, quelle que soit l'épreuve. Croyez en vous, entourez-vous des bonnes personnes, allez chercher la connaissance, imprégnez-vous des valeurs humaines qui sont essentielles, qui sont pour moi l'intégrité. Dans l'intégrité, il y a l'honnêteté, il y a l'équité, la bienveillance, l'empathie, la générosité, le don de soi et l'acceptation des autres dans leurs différences. Cette tribune, Rabia Diallo l'a partagée avec d'autres personnalités issues de différents secteurs d'activité, comme l'acteur de cinéma Téisson Tandé ou le producteur Pierre Laba. Chacun a partagé un pan de son parcours professionnel avec les auditeurs afin d'inspirer et donner un repère aux jeunes. L'émission Inspire 69 est une initiative inédite de Vic Media qui mêle concert, partage d'expériences et développement personnel. Concert éducatif, pourquoi? Parce que dans un premier temps, on veut apporter un nouveau souffle à cet élan que les autorités justement ivoiriennes sont en train d'impulser. Nouveau souffle en inculquant aux jeunes certaines valeurs. Dire aux jeunes que tout est possible et tout est vraiment possible. Si moi, par exemple, un jeune comme je suis à ma 4e entreprise, un peu partout dans certains pays dans le monde, pourquoi est-ce qu'un jeune de Koumassi ne pourrait pas le faire? Cette première édition réussie de l'émission Inspire 69 ouvre la voie à une seconde édition en décembre 2025. Un mot de religion à présent. Le samedi dernier, à Azingué, une localité du département de Toumoudi, a accueilli une cérémonie marquant l'inauguration et la consécration du temple Mission Christ pour la Victoire. Cette célébration a eu lieu dans une ambiance conviviale et fraternelle à la veille de la fête de Pâques, renforçant l'esprit de communauté de partage qui caractérise les membres de cette église. Michel Brou. Le village d'Assenze dans le département de Toumoudi a connu une ambiance particulière lors de l'inauguration et la consécration du temple Mission Christ pour la Victoire. Cet édifice a été construit sur une superficie de 2400 mètres carrés et offre une capacité d'accueil de 500 places assises, permettant ainsi à un plus grand nombre de fidèles de se rassembler pour prier et célébrer leur foi. Le bâtiment dont le coût s'élève à 100 millions de francs CFA est le fruit de l'effort du président fondateur, mettant en avant son engagement à bâtir un lieu de culte digne de Dieu. Il a dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui confiera de grandes choses. Donc pour moi, le peu qu'il m'a donné, avec le peuple, c'est de construire le temple. Après maintenant, je le regarde et je présente, j'ai été fidèle et maintenant, il va me bénir davantage. Vous voyez, tout ce que vous voyez comme poteau électrique,
Tout ça, ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, au niveau de mon village, j'ai pu offrir non seulement 3 classes, j'ai arrangé 3 classes, j'ai offert pratiquement tout ce qui est compté à carte dans tout le village. Et vous voyez, tout ici, là, il faut électrifier. Et on a apporté, on a changé les ampoules, tout cela. Le peu qui est resté, j'ai pris pour bâtir. À la veille de la fête de la Pâque, les fidèles chrétiens ont célébré cette cérémonie à travers chants et prières en présence de nombreux fidèles, de la ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro et l'invité d'honneur du Godfa. C'est une grâce pour Assinzé, mais c'est également une grâce pour Tomodi. Qu'est-ce que nous demandons dans cette vie? C'est d'avoir d'abord la foi, mais également de prier Dieu pour que nous vivons en symbiose les uns et les autres. Et c'est une excellente chose que la veille de Pâques, comme on dit chez nous, en plein Pâquinou, nous puissions commencer les festivités par la consécration de ce temple dédié à Dieu. Je pense que c'est une grâce. Fondé depuis 2007 par le président fondateur de l'église Mission Christ pour la Victoire, enregistre des annexes sur l'étendue du territoire national. L'inauguration de ce temple à Assinzé constitue un espace sacré où les fidèles pourront se rassembler pour prier, se soutenir mutuellement et grandir dans leur foi. Et toujours dans la ferveur de la Pâque, les fidèles de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs ont célébré la résurrection du Christ à travers une sortie détente et de réjouissance dénommée la Galilée. Cette célébration s'inscrit dans un moment de partage fraternel pour célébrer le Christ ressuscité. Était témoin Sandrine Kwame. Le Christ ressuscité a été célébré dans la convivialité ce lundi de Pâques. Ce rassemblement dénommé la Galilée a été l'occasion pour les fidèles de cette communauté religieuse de communier dans la fraternité à travers des danses, des chants et de dégustation de plusieurs mets à cette occasion. Ce sentiment qui nous anime, comme il est dit dorénavant, le Christ est ressuscité. Donc pour nous, principalement, c'est aussi une grande joie, une immense joie pour ainsi m'exprimer. Et il est préférable que nous invitons aussi nos frères et sœurs de nous accompagner dans cette immense de gaieté de joie. Le message que je voudrais porter à l'endroit de tous les fidèles chrétiens du monde entier, c'est que le Seigneur a manifesté un amour suprême. Et ce qui doit nous caractériser, c'est l'amour du prochain, l'unité, le partage, l'humilité, la sincérité, la vérité et puis la simplicité de cœur. Notre Seigneur a montré sa simplicité de cœur malgré qu'il est Dieu. Et il a montré qu'il pouvait se donner en rançon pour l'humanité. À nous autres qui sommes ses disciples, nous devons marcher dans ses pas et montrer que l'amour en nous devait être manifesté à l'endroit du prochain. Ce partage convivial vise aussi à rappeler aux fidèles chrétiens de l'Église l'importance de célébrer dans la communion la résurrection du Christ. Et nous refermons ce journal avec un communiqué relatif au chavirement d'une pirogue à Dabou. Le lundi 21 avril 2025, aux environs de 17 h, entre Kaya et Tia, dans la commune de Dabou, une pirogue à moteur utilisée à des fins de pêche artisanale a chaviré alors qu'elle transportait irrégulièrement 16 personnes de retour d'un rassemblement religieux chrétien. Les premières informations recueillies par le Bureau des enquêtes de sécurité et de prévention des événements de mer de la direction générale des affaires maritimes font état d'une surcharge provoquée par le poids des passagers. Le bilan de cet accident fait état de 4 survivants et de 12 personnes décédées par noyade. Face à ce drame, le ministre des Transports et le ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes présentent les condoléances du gouvernement aux familles endeuillées. Sur leur instruction, une enquête administrative et technique a été ouverte par le Bureau des enquêtes de sécurité et de prévention des événements de mer à l'effet de faire toute la lumière sur les circonstances, les causes et les responsabilités liées à ce tragique événement. Le ministre des Transports et le ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes appellent l'attention des opérateurs des transports fluviaux lagunaires sur la nécessité d'utiliser les embarcations appropriées pour le transport des personnes et les invitent à la prudence.
Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Business 24 Africa.